Bien, bonjour. Donc dans cette séquence qui va être un peu plus rapide pour le coup que les dernières qu'on a faites ensemble, on va brièvement traiter de l'équation de Laplace. On va prendre un exemple et on va voir un peu comment ça se traite et on généralisera un tout petit peu à la fin. Et puis pour commencer, on va introduire un peu l'équation de Laplace, mais alors très brièvement. Elle s'appelle aussi équation du potentiel. Si vous allez faire des situations d'électromagnétisme et autres, vous verrez que l'équation de Laplace sort rapidement, et du potentiel en général. On peut l'écrire en opérateur, tiens, pour changer un petit peu, on l'a pas trop fait jusque-là, et après tout, c'est pas l'objet de ce cours exactement. Il y a eu un cours sur les fonctions de plusieurs variables, on avait présenté les opérateurs, on va les voir un peu revenir éventuellement vers la fin, mais c'est pas tout à fait notre objet, mais juste pour se rappeler de ces choses-là, l'équation de Laplace, elle peut s'écrire divergence du gradient de U, okay, ou nabla scalaire nabla U, ou bien nabla carré U égale 0, donc le U ici. En deux dimensions, ça donne une équation qui est d2u sur dx2 plus d2u sur dy2 égale 0. En trois dimensions, c'est d2u sur dx2 plus d2u sur dy2 plus d2u sur dz2 égale 0, etc. etc. On peut généraliser sans problème à n dimensions. C'est juste la somme des dérivées secondes par rapport à chacune des variables de l'espace. Les solutions de l'équation de Laplace sont appelées les fonctions harmoniques. Alors il y a énormément de propriétés qui y sont associées. C'est pas du tout l'objet de ce qu'on est en train de faire ensemble que d'étudier ces propriétés-là. N'hésitez pas à aller vous renseigner dans des ouvrages d'analyse ou sur Internet. Je crois que la page Wikipédia sur les fonctions harmoniques est pas mal faite du tout, par exemple, pour voir un peu les propriétés des solutions de l'équation de Laplace. On en reparlera au besoin, mais c'est pas l'objet pour l'instant du cours. Donc étudions un peu à quoi ressemble un problème bien posé pour l'équation de Laplace. Donc on voit que l'équation de Laplace est purement spatiale. Elle s'écrit donc nabla carré U égale 0 dans oméga, où oméga c'est le domaine qu'on étudie. Et les conditions limites vont prendre la forme alpha U plus bêta du sur dn égale f sur, alors d oméga ici ça veut dire le bord du domaine oméga. Du dn c'est la dérivée dans la direction de la normale à la frontière du domaine oméga. Du dn, donc ça s'écrit nabla u scalaire n, où n est le vecteur unitaire normal, donc perpendiculaire en fait à la surface de oméga, en tout point de la surface de oméga. Tout ça c'est des propriétés, enfin celle-là en particulier vous pouvez voir sur le cours des fonctions de plusieurs variables. Donc, j'insiste pas trop dessus, c'est des choses qu'on a déjà vues. N'hésitez pas à y revenir si on a besoin pour réapprofondir ces choses-là. Mais donc de façon générale, en revanche, pour bien poser le problème, il faut avoir quelque chose qui ait cette tête-là. Bien, on va étudier le cas d'un potentiel dans un rectangle, qui va de dimension a fois b, quoi. Donc pour lequel on est à deux dimensions, c'est un rectangle, on a l'équation de Laplace qui s'écrit donc d2u sur dx2 plus d2y sur dz2, sur d2u pardon sur dz2, il y a un double y là qui n'a pas de sens. Oui, il y a toujours des petites surprises à l'enregistrement, désolé. Donc d2 sur dx2 plus d2 sur dy2 égale 0. Et on a, pour ce qui est des conditions limites, on va prendre que en y égale 0 et quel que soit x, on a u de x et de 0 qui est égal à f1x. Et en b, donc à droite du rectangle, en haut du rectangle, u de x et de b est égal à f de x. D'accord. En revanche, suivant y, donc le côté gauche ici et le côté droit ici, on a u égale à 0. Donc on va résoudre ce problème et on verra qu'une fois qu'on a résolu celui-là, on peut résoudre des choses plus compliquées grâce à ça. On finira par ça. Donc on a une équation linéaire, des conditions limites linéaires, on peut tenter la séparation, donc on y va, on prend u égale xy, on introduit ça dans l'équation de dérivée partielle, ça fait du x seconde fois y plus y seconde fois x égale 0, on divise par xy, ça fait x seconde sur x plus y seconde sur y égale 0, et on peut faire passer le terme y seconde sur y de l'autre côté par exemple, et ça devient ce qu'on a ici, x seconde sur x égale moins y seconde sur y, une fonction qui dépend de x, une fonction qui dépend que de y, et bien ça c'est égal à une constante qu'on va noter moins lambda, comme d'habitude. Pas de nouveauté à ce niveau-là, les conditions limites vont être homogènes pour x, on voit ici que pour que u de 0 et de y soit égal à 0, ça veut dire que soit x de 0 fois, ça veut dire que x de 0 fois y de y est égal à 0. Pour que ce ne soit pas la solution triviale y de y égale à 0, il faut que ce soit x de 0 qui soit égal à 0. De la même façon ici, ça veut dire x de a égale à 0. Donc pour x, ça nous fait des conditions limites homogènes bien sympathiques.
Et les équations dérivées ordinaires qu'on en déduit, du coup, sont pour x secondes plus lambda x égale 0, avec x de 0 égale 0, x de a égale 0, et pour y, ça nous fait y secondes moins lambda y égale 0. Alors déjà, on voit qu'on a des signes qui ne sont pas les mêmes, donc on aura des solutions qui n'auront pas la même tête. Elles vont être qualitativement différentes suivant qu'on regarde les directions x ou y. En x, on reconnaît un problème de Sturm-Liouville régulier, dont les valeurs propres doivent être positives ou nulles, et qu'il faut qu'on résolve. Quand on fait le travail, je vais un peu plus vite, parce que c'est des choses qu'on a déjà fait abondamment, quand on fait le travail de résolution de ce problème de Sturm-Liouville qui est simple pour le coup, on a les xn de x qui valent sinus mu n x, avec lambda n qui vaut mu n carré, et mu n qui vaut n pi sur a, donc lambda n qui vaut n pi sur a au carré. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a vues abondamment jusque-là, je ne perds pas plus de temps là-dessus. Maintenant, il faut qu'on résolve en y, du coup le problème en y devient y seconde moins mu n carré y égale 0. Et ça, c'est une solution simple en sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique. Donc yn de y va être de la forme alpha n cosinus hyperbolique mu n y plus bêta n sinus hyperbolique mu n y. Donc voilà, ça nous donne du coup par produit x fois y, xn fois yn, ça nous donne les un de xy qu'on peut superposer pour trouver la solution générale de notre équation en dérivée partielle, et qui prend donc la forme somme de n égale 1 à l'infini des alpha n cos h mu n y plus bêta n sin h mu n y, le tout fois sinus mu n x, donc ça c'est le xn, et ça c'est le yn tel qu'on l'a écrit ici. Ok, donc on a cette somme. Maintenant, on voit qu'on doit identifier les constantes alpha n et bêta n, et évidemment, il y a des conditions aux limites qu'on n'a pas encore utilisées et qu'on va faire intervenir pour fixer ces termes-là, ou dans l'autre sens, on va fixer alpha n et bêta n de façon à satisfaire les conditions limites qui ne sont pas encore satisfaites. Pour ça, on va écrire que on doit avoir f1 de x égale à u de x est 0, u de x est 0, cosinus hyperbolique de 0 ça fait 1, donc il va nous rester le alpha n ici, sinus hyperbolique de 0 ça fait 0, donc ce terme-là disparaît. Tout ce qui reste c'est alpha n fois sinus mu n x. D'accord. Et ça va être égal à f1 de x. Bon, on voit une belle série de Fourier en sinus, donc les alpha n sont simplement les coefficients de la série de Fourier en sinus de f1 de x. C'est-à-dire que les alpha n sont égaux à 2 sur a intégrale de 0 à a, f1 de x sinus mu n de x dx. Voilà. Donc ça c'est pas compliqué de les sortir. Les bêta n c'est un tout petit peu plus compliqué, mais enfin c'est quand même pas la mort. Si je puis dire, on se place donc en f de x qui doit être égal à u de x en b, pour ce qui est de y, ça fait somme de n égale à infini des alpha n cos h mu n b plus bêta n sin h mu n b, le tout fois sinus mu n x. À nouveau, on voit que c'est une série de Fourier en sinus, d'accord. Et les coefficients de la série de Fourier, c'est tout ce terme-là en fait. C'est alpha n cos h mu n b plus bêta n sin h mu n b qui doit être égal au coefficient de la série de Fourier en sinus de f2 de x. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on doit avoir alpha n cos h mu n b plus bêta n sin h mu n b égale le coefficient de la série de Fourier en sinus, c'est-à-dire 2 sur a, intégrale de 0 à de f2 de x fois sinus mu n de x dx. On va appeler ce terme-là, cette intégrale-là, on va l'appeler gamma n pour la suite des opérations, et on voit que du coup, on inverse la relation, on met que ça, c'est égal à gamma n, on fait passer le alpha n de l'autre côté, donc ça fait gamma n moins alpha n cos h mu n b égale bêta n sin h mu n b. On divise par sin h mu n b, ça nous fait bêta n égale gamma n moins alpha n cos h mu n b sur sin h mu n b. Et on a résolu pour les alpha n et les bêta n, donc on a la solution. On peut un tout petit peu améliorer les choses si vous faites la substitution des alpha n et du bêta n, pardon, je veux dire, sous ce langage-là à l'intérieur du terme ici, et que vous distribuez les choses et que vous remanipulez gentiment tout ça, vous trouvez que le résultat est un peu moins moche que ce qu'on pouvait craindre, que les yn de y peuvent s'écrire 1 sur sin h mu n b, facteur de alpha n sin h mu n, fois 2 b moins y, plus gamma n sinus hyperbolique de mu n y. Donc je vous laisse faire ce manip-là, c'est vraiment de la manipulation de fonctions. C'est un bon exercice en soi, vous savez d'où vous partez, vous savez où vous devez arriver. C'est bien de s'entraîner à le faire pour trouver comment ça marche, et c'est pas à strictement parler la question de la résolution des ETP, donc je m'autorise moralement à sauter cette étape. Voilà. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on a résolu notre problème complètement,
à savoir que u de x et de y sera égal à somme de n égale 1 à l'infini de 1 sin h mu n, 1 sur sin h mu n b, fois alpha n sin h mu n b moins y, plus gamma n sin h mu n y, le tout fois sinus mu n x, où les alpha n et gamma n sont donnés par ces relations-là, et mu n c'est n pi sur 1. Et, voilà. Et avec ça, on a résolu complètement le problème auquel on était confronté. Maintenant, on va traiter un problème légèrement plus général, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait, suivant deux côtés, des conditions limites homogènes, et suivant deux autres côtés, des conditions limites non homogènes. Là, on va regarder comment on peut traiter, mais ça va être fait en une slide, comment on peut traiter le cas de d2u sur dx2 plus d2u sur dy2 égale 0, avec des conditions limites qui sont toutes inhomogènes. Donc suivant les côtés verticaux, les côtés haut et bas ou les côtés droite et gauche, on a des fonctions. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on va couper le problème en deux, de façon assez simple. On va le diviser en deux problèmes complètement analogues en fait, au précédent. On va poser que u est égal à v plus w. Les deux sont des fonctions de x et de y, v comme w, et on les substitue dans l'équation dérivée partielle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on impose que la moitié des conditions limites à chacune des deux équations aux dérivées partielles qu'on a ici. Donc on va prendre d2v sur dx2 plus d2v sur dy2 égale à 0, et on va imposer que v de x est de 0 égale f1 de x, v de x est de b égale f2 de x, et en revanche, conditions aux limites homogènes pour le côté gauche et pour le côté droit. Et en w, on fait juste l'inverse, d'accord? On va poser que w de 0 et de y satisfait la condition limite g1, w de y satisfait la condition limite g2, et en revanche, une condition limite homogène est égale à 0 pour les côtés haut et bas. Et donc la somme des deux problèmes, là vous voyez que si on prend comme solution v plus w, on aura bien satisfait les quatre conditions limites, parce que v de x est de 0 sera égal à f1 de x plus w de x est de 0 qui vaudra 0, donc ça satisfera bien f1 de x. De la même façon, v de x et de b sera égal à f de x plus w de x et de b sera égal à 0, ça satisfera bien celle-là. De la même façon, on satisfera bien g1, g2 grâce à ça plus ça qui vaut 0. Et donc, on aura bien résolu notre problème tel qu'il est posé ici. Et chacun de ces deux problèmes, on vient de voir à l'instant comment les résoudre. Il n'y a pas la moindre once de différence avec ce qu'on vient de manipuler. Donc, comme on a vu comment résoudre ça indépendamment, on voit comment on peut traiter ce problème-là de façon un peu plus générale, suivant les conditions auxquelles on est confronté. Après, il faut voir au cas par cas. Voilà. Et bien, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'équation de Laplace. Je vous ai promis que c'était bref. Il ne reste plus qu'à voir l'équation des ondes. Ça va être un petit peu plus long, on va voir un petit peu plus de petites choses, mais ça ne va pas être non plus très long. Et après, on parlera à la fin de l'équation des ondes de la suite des réjouissances. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite une bonne fin de matinée, de journée, de soirée, et je vous dis à très bientôt.